1% des hommes peut être touché par un cancer du sein. J'ai pris rendez-vous avec ma sage-femme qui n'a pas senti à la palpation. Et... Enfin, c'est un peu flippant de se dire que le médecin n'est pas capté. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sneaker Spirit, je suis Fadoua, votre host, et aujourd'hui je suis en compagnie de Julie, Ariane et Lisa. Enchantée les filles, je suis ravie de vous recevoir. Enchantée, ravie aussi, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on est avec Courir. C'est le mois de Octobre Rose, le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Et aujourd'hui, on est là pour se parler évidemment de la prévention, mais surtout de notre rapport au corps et de ce que notre corps nous dit. Déjà, les filles, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Également, super. Oui, ça va plutôt bien, oui. Je me sens chanceuse de pouvoir en parler ici. On est ravis de vous recevoir. Qui commence à se présenter ? On commence par toi, Lisa. Merci. Du coup, moi, je suis kiné, professeure de pilates également. J'ai ouvert mon cabinet la semaine dernière sur Paris et créatrice de contenu autour du bien-être, de la santé, du mouvement, mais plutôt accessible pour toutes les personnes, notamment mes patients qui me disent ne pas avoir le temps en fait de bouger. Moi, je montre avec des choses simples et rapides qu'on peut bouger tous les jours et faire du bien à notre corps. À ton tour. Moi, je suis productrice créative dans le luxe et j'habite à Paris. Et moi, je suis bretonne, mais j'ai aussi habité en région parisienne. Et j'ai un compte Instagram sur lequel je partage un peu mon quotidien autour de la maladie, mais aussi autour des ateliers que j'aime faire pour faire de la prévention. On retrouvera évidemment toutes les informations sur le compte de Sneaker Spirit. Du coup, je voulais d'abord qu'on commence quand même par des chiffres. En France, en 2023, c'est 61 214 nouveaux cas de cancer du sein. Et il y a un chiffre là-dedans qui m'a vachement marqué, c'est de se dire qu'il y a 5000 cas qui concernent des femmes de moins de 40 ans. Moi, ça me fait écho parce que je me dis, à 40 ans et en dessous, personnellement, moi, j'ai 29 ans, je me dis que c'est pas du tout dans mon scope. Je m'imagine pas du tout avoir un cancer du sein ou une autre maladie. Et pourtant, il y a quand même 5000 cas. On le sait, il y a de plus en plus de cancers. On le sait aussi, il y a un cocktail de facteurs à la fois hormonaux, environnementaux et surtout liés au mode de vie qui jouent. Évidemment, il y en a aussi de plus en plus parce qu'on est beaucoup plus en alerte beaucoup plus tôt dans notre vie. Vous, ça vous fait quoi comme écho, ce chiffre-là ? Je me sens concernée, forcément. Ça me paraît étonnant et en même temps... ça fait partie de mon quotidien aujourd'hui. Et vous, les filles ? Moi, je dirais que ça me fait peur, mais à la fois, je suis contente qu'on dépiste et qu'on en parle de plus en plus. Je pense que c'est important. Mais en effet, c'est assez glaçant de savoir qu'il y a des filles très jeunes qui ont des cancers et qui sont confrontées à ce genre d'épreuves. Oui, moi je partage ce sentiment aussi et c'est surtout que jusqu'à honnêtement l'an dernier que j'ai pu côtoyer du coup des patientes en fait jeunes qui étaient notamment en rémission et je me suis dit mais ça les touche à elles, ça peut me toucher aussi et clairement jusqu'à l'an dernier jamais je m'étais palpé les seins pour voir, pour essayer de détecter et du coup ça me touche de plus en plus et on se sent toutes concernées aussi indirectement donc je trouve qu'on doit ce chiffre-là doit tout nous concerner et voilà, c'est assez touchant. Donc, On pense souvent, du coup, quand on parle évidemment de la maladie, on va notamment forcément parler des personnes directement touchées, mais très souvent, on oublie les personnes qui sont indirectement touchées et qui est l'entourage. On le sait et je pense que tu nous l'évoqueras aussi tout à l'heure, mais l'entourage, il est quand même clé aussi dans la guérison. Ils sont évidemment confrontés à la maladie, même si c'est indirectement. Ariane, toi, c'est ton cas avec ta maman. Oui, Est-ce que tu te souviens le jour où tu as appris que ta maman était malade ? Oui, je me souviens très bien. En fait, la façon dont elle a annoncé, elle n'a même pas pu mettre un mot dessus. En fait, on est allé la rejoindre à l'hôpital. Elle sortait des examens. Et on lui a dit alors qu'est-ce qui se passe ? Et elle a juste dit c'est le pire. Et en fait, je trouve que c'est assez fort de le décrire comme ça parce que oui, en fait, ça peut être le pire. Je pense que quand on pense à un cancer, en effet, on se dit c'est le pire c'est le pire de ce qui peut arriver. Et elle a même pas mis des mots dessus, donc ouais, je m'en souviens. Et puis après, tout le chemin dans la voiture pour rentrer chez nous, c'était assez glaçant comme moment. Je pense qu'elle était en train d'essayer de l'assimiler et nous aussi. Et on a chacune, avec ma sœur, on a chacune réagi d'une façon différente. Mais oui, c'était assez fort.
Tu as réagi comment et ta sœur a réagi comment? Moi, j'ai réagi un peu comme un mécanisme de défense. J'ai voulu la protéger et me protéger moi. Donc, en fait, je pense que je me suis un peu glacée et j'ai voulu la rassurer, en fait, et essayer de trouver toutes les bonnes choses, enfin, tout ce qui pouvait un peu rassurer moi et ma sœur et elle. Alors que ma sœur, je pense que, et d'ailleurs, elle me le dit maintenant, qu'elle a su que c'était fini, en fait. Dans sa tête, elle a compris, quoi. Parce que la façon dont ma mère l'a dit, moi, je l'ai vu comme une annonce grave, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être aller. Et ma sœur, elle a compris que c'était fini. Elle savait pas combien de temps ça allait durer, mais elle s'est dit c'est fini. Donc elle s'est vraiment effondrée. Et moi, à l'époque, je me souviens presque de lui en vouloir parce que du coup, elle rajoutait beaucoup de drame dans cette situation qui était déjà hyper grave. Et moi, je voulais absolument qu'elle arrête, en fait. Je voulais juste essayer de trouver des solutions. Mais est-ce que tu arrivais quand même à communiquer avec ta sœur? Est-ce que vous étiez vraiment en équipe à ce moment-là ou comme en fait votre regard sur ça était complètement différent, c'était compliqué et du coup vous êtes chacune renfermée Non, quand même. Après, on s'est vachement unis. On a été très proches toutes les deux, mais c'est vrai qu'on a, je pense, vécu la chose différemment et à des stades différents. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout le monde le prend d'une façon différente et à des moments aussi différents. Il y a des personnes qui vont réagir comme moi, qui vont direct voir le positif, essayer de solutionner la chose. Et puis après, ils vont un peu tomber dans un truc beaucoup plus dans la dépression ou dans le drame. Alors que peut-être il y en a qui vont commencer à se dire, mon Dieu, c'est la fin. Et puis après, ils vont peut-être remonter et se dire, OK, en fait, c'est pas si grave ou qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, chacun, je pense, réagit différemment. Et en effet, moi, j'ai un peu eu le réflexe de me dire, je vais tout faire pour être le plus léger, la plus légère possible et ne pas du tout faire sentir à ma mère que j'étais triste. Parce que je me suis dit, elle doit déjà être si triste, je vais pas du tout lui montrer ça. Alors que ma sœur, elle était plutôt, elle voulait plutôt être hyper honnête en fait et vraiment en discuter. Et moi, j'avais juste envie de la distraire. Est-ce que tu dirais que c'était ta manière de la soutenir? Oui, tout à fait. Oui, je pense que je l'ai soutenue en lui racontant ma vie, en essayant de lui montrer que la vie continue, en lui montrant en fait toutes les bonnes choses et en essayant de passer des bons moments. Et après, évidemment aussi, on a beaucoup parlé et elle a été très très transparente avec moi. Donc, je pense qu'aussi son départ a été plus simple parce qu'on en a parlé, parce qu'elle a été transparente sur la mort, sur comment elle voyait les choses, sur les traitements. Mais oui, c'était intense. Surtout qu'avec du recul, elle nous a pas dit jusqu'à quel stade elle était. Et donc, du coup, je sais pas comment tu vois ça, Julie, mais en tout cas, je pense que les malades aussi ont envie de protéger l'entourage et pas que l'entourage qui veut protéger le malade. Tu veux peut-être rebondir, Julie? Pour avoir connu le côté aidante et le côté patiente, je préfère être à la place du malade. C'est peut-être un peu glauque de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Je préfère être à la place du malade parce que, en tant qu'aidant, en tant que personne proche, on a tendance à se sentir impuissant. Et on a l'impression de ne pas faire grand-chose. Alors qu'au final, pour la personne qui est dedans, même toute petite chose dans la journée, ça aide énormément. Et oui, sur la partie annonce de la maladie et tout ça, moi j'ai décidé d'être totalement transparente avec ma famille et surtout parce qu'en fait mon cerveau s'est mis en mode ordinateur et du coup en fait j'ai balancé comme j'ai reçu moi aussi les informations. Donc ça a pu être violent, mais en même temps je voyais pas comment l'annoncer autrement. Bien sûr, je pense que quand t'es une mère, t'as peut-être aussi ce réflexe de protéger. Et je pense que la façon dont elle a reçu l'annonce, elle s'est dit en fait moi je peux pas l'annoncer comme ça, déjà c'est très médical et puis en plus c'est trop dramatique. Donc elle a préféré je pense garder des choses pour elle, mais oui évidemment je comprends que c'est important aussi d'être transparent. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'osais pas exprimer au-delà de discuter avec ta maman auprès de tes proches par rapport à la maladie de ta maman? Oui. Il y a encore des choses aujourd'hui que je partage pas parce que, mais aussi parce que moi je l'ai vécu. En fait, je l'ai un peu accompagné jusqu'à sa mort et la mort il y a la mort et il y a l'avant-mort
qui est intense. Et je pense que c'est des choses que tu peux pas, en fait, tu veux plus voir et tu veux pas trop en parler non plus. Mais oui, bien sûr, il y a plein de choses qu'on garde et qu'on communique pas. Et t'apprends à communiquer dessus aujourd'hui? Oui. J'apprends à communiquer dessus. Maintenant, ça fait 3 ans et j'ai un peu fait le choix aussi d'aller voir quelqu'un pour en discuter parce que c'est important. Mais je pense qu'il faut passer par des étapes de deuil pour se sentir prête aussi, d'en discuter d'une bonne façon en tout cas, et pour y voir plus clair. Mais oui, maintenant, oui. Tu dirais que cette épreuve, elle t'a apporté quoi? Qu'est-ce que t'en ressors? 100% différente, je dirais. Je pense que j'avais 24 ans et j'étais assez jeune. Et en fait, je me sentais hyper grande, hyper adulte. J'habitais à Paris. Je me sentais plus du tout dans le besoin d'avoir des parents. Et quand elle est partie, je me suis dit, en fait, si. En fait, je suis encore un enfant et j'ai encore besoin d'avoir quelqu'un. Et en fait, j'ai un peu pris un coup de... J'ai peut-être pris 10 ans d'âge mental. J'ai beaucoup mûri et aussi j'ai un peu vu la vie différemment. Je me suis dit, en fait, c'est hyper important de profiter de tous les moments et d'être le plus heureuse possible, en fait, et de dramatiser un peu moins sur d'autres choses. Mais oui. Tu dirais que ça t'a aidé quand même le fait que ta maman puisse communiquer vachement avec vous autour de la maladie, même si évidemment Oui. elle peut pas tout dire. Tu penses que ça a pu vous aider quand même? Oui, bien sûr. Elle nous a communiqué même des choses. Enfin, on a beaucoup rigolé aussi, même jusqu'à la fin de sa vie. Elle a rendu les situations marrantes, même si elles n'étaient pas du tout marrantes. Donc oui, bien sûr, c'était hyper important. J'ai pas du tout senti qu'il y avait un mur entre elle et moi, même quand elle était vraiment très, très, très malade. Je me souviens même, enfin, je pense que c'est drôle de raconter ça, mais je me souviens, le médecin, un jour, est venu me voir. Il m'a mis à part et il m'a dit, bon, mais là, c'est un peu fini, enfin en tout cas elle va pas guérir, et forcément moi j'ai un peu pleuré et je suis revenue dans la chambre où elle était du coup dans son lit et elle a vu que je pleurais et elle me dit mais pourquoi tu pleures, et je lui dis non mais c'est rien, le médecin il m'a dit un truc, j'ai pas trop, enfin, et elle me dit non mais t'inquiète, moi aussi j'ai pleuré une fois, genre une fois. Et j'ai trouvé ça tellement drôle parce que je me suis dit en fait c'est fou, je sais pas, genre comme si elle vivait super bien la chose, enfin je sais pas, et ça m'a donné beaucoup de force. Quand elle a dit ça, je me suis dit ok, bon ben moi aussi. Elle m'a dit t'as le droit quoi. Cette fois-ci. T'as complètement en fait, le droit de pleurer. Elle réalisait même pas que j'avais pleuré peut-être 100 000 fois. Et donc voilà. Toi aussi, Julie, ta maman, elle a eu le cancer du sein. Quand on s'était eu au téléphone, tu m'avais raconté notamment sur la première fois, parce que tu me disais qu'elle l'avait eu 2 fois, et que notamment sur la première fois, ta maman, elle n'avait pas vraiment communiqué dessus. Alors, c'est pas qu'elle n'a pas communiqué, c'est qu'elle n'a pas eu forcément la place de le faire. On a eu, comme tu le disais tout à l'heure, des réactions très différentes, nous, en tant qu'enfants. Et du coup, il a fallu gérer ça, y compris aussi mon père aussi. Et donc, ça a été très compliqué pour elle. Il a fallu qu'elle gère la famille et qu'elle tienne tout ça pour tout le monde, en fait. Et donc, oui, ça a été très compliqué. Et, ton papa qui a mal vécu l'annonce. Il a mal vécu l'annonce parce que voilà, on communique pas, donc ça reste à l'intérieur. Et donc, forcément, au bout d'un moment, l'armure s'écroule. Et du coup, ça a été très compliqué. Et ça a été... en fait, ma mère a totalement fermé la porte pour qu'on puisse en rediscuter ou autre quand tout le monde avait digéré. Et du coup, ça a fermé à un moment donné la relation entre elle et moi. Et puis malheureusement, il a fallu que moi j'affronte la maladie et qu'ensuite elle se retrouve à nouveau avec un cancer du sein pour que la porte se rouvre. Et aujourd'hui, la relation est très très forte. Et ton papa et ton frère aujourd'hui, comment eux vivent aussi cette situation? Parce que par exemple, avec la sœur de Ariane, elle l'a aussi complètement pris, complètement différemment. Eux, ils se situent où par rapport à ça? Que ça soit d'ailleurs pour toi ou pour ta maman. Pour moi, mon père a pris les devants, en fait, parce que du coup, ma mère avait du mal à recevoir les nouvelles. Donc, c'est mon père qui prenait le téléphone, c'est lui qui répondait au téléphone et c'est lui qui accueillait les nouvelles au fil de l'eau. Et mon grand frère, il a pris un peu de distance pour se protéger, je pense.
mais il a toujours fonctionné comme ça, donc j'étais pas plus étonnée que ça. Et mon petit frère, lui, il rend des services, en fait. C'est son moyen à lui de pouvoir dire qu'il est là et de pouvoir dire aussi, si ça va pas, on peut changer les idées, mais pas forcément parler de la maladie en soi, mais pouvoir être là et profiter ensemble, en fait. Si, parce que évidemment, je pense que ça fera écho à des personnes qui vont nous écouter, ça serait quoi le conseil que vous pourriez donner aux personnes qui traversent ça actuellement et qui potentiellement aussi se sentent seules? Ça serait quoi votre conseil? Qui prennent le temps qu'ils ont besoin pour assimiler la chose et le vivre comme ils le souhaitent. Qui se sentent vraiment sans pression aucune, que ce soit pour le malade ou aussi pour le train de vie qu'ils avaient par exemple avant, qui vraiment ils soient doux avec eux-mêmes. Je pense que c'est ce qui va aider le plus. Il y a aussi le fait que tout petit acte dans la vie quotidienne, même si c'est arriver avec un plat préparé quand la personne n'est pas capable de se faire à manger ou faire un tout petit brin de ménage ou venir pour jouer à un jeu de société ou autre, en fait, tout peut être bon à prendre. Moi, ce que j'ai fait pour ma mère et que j'étais contente de faire parce que je savais que c'était important pour elle, quand elle est rentrée en chimiothérapie, je lui ai envoyé un petit pochon avec plein de petits mots à l'intérieur pliés. Et en fait, elle piochait à chaque nouvelle chimio ou à chaque moment où ça allait pas. Et donc, elle avait des petits mots d'encouragement. Elle avait aussi des activités qu'on pouvait faire ensemble. Et là, on va clôturer ça puisque on va faire une activité créative toutes les deux la Trop semaine bien. prochaine. Et donc, on va clôturer aussi ce moment de vie. C'est important aussi quand même de rappeler que, et d'ailleurs pour toute maladie, que malheureusement, il y a aussi beaucoup de femmes qui traversent ça toutes seules. Et c'est là où finalement les rencontres qu'on peut faire, notamment dans les hôpitaux ou dans le corps médical, notamment avec toi, Lisa, et surtout aussi les associations deviennent clés dans ce genre de moment. Tu peux peut-être parler des associations avec qui tu travailles toi aussi? Oui, alors moi je me suis d'abord dirigée vers une association qui s'appelle Jeune et Rose, où j'ai trouvé du soutien entre patientes. Donc Jeune et Rose, c'est un collectif qui a été fait à Bordeaux en 2017. Et en fait, c'est deux jeunes patientes qui ont eu un retard de diagnostic au moment de l'allaitement et qui ont bataillé pour avoir un diagnostic et qui en fait ont voulu alerter et sensibiliser auprès des professionnels de santé d'abord et puis ensuite se dire on n'est peut-être pas toute seule et il faudrait peut-être essayer de trouver des moments où on peut se retrouver pour parler. Aujourd'hui, il y a des communautés sur WhatsApp un peu partout en France. Et donc, on fait des activités ensemble, où on se retrouve une fois par mois, en fait, même pour échanger sur différentes thématiques. Et sur WhatsApp, ça peut être parler des effets secondaires, se donner certains conseils. Pas de conseils médicaux, évidemment, mais t'as pris quelle brassière? Est-ce que vous avez un chirurgien dont vous êtes satisfait? Enfin, voilà, c'est plein de choses comme ça. Pareil pour les kinés. On se fait beaucoup de recommandations de kinés et de praticiens pour se sentir aussi en confiance. Et à côté de ça, on fait aussi de la sensibilisation dans les lycées, dans les entreprises aussi. Et également au niveau des centres sociaux. En fait, on essaye d'aller au plus vers les jeunes publics et les publics qui ne vont pas forcément voir les professionnels de santé pour se mobiliser là-dessus. Ouais, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que ça soit au collège ou au lycée, on nous en parle pas du tout et c'est vraiment une très très bonne chose qu'on commence à sensibiliser beaucoup plus tôt et c'est là où justement où ça va devenir de plus en plus clé, au-delà évidemment de se parler de Octobre Rose. Et si je reviens sur l'accompagnement, parce qu'on a parlé de toi, Ariane, de comment tu avais pu accompagner ta maman, mais à l'inverse, quand c'est nous qui avons la maladie, comment finalement on accompagne nos proches? La première réponse, je dirais, on les accompagne pas malheureusement. Et la deuxième réponse, j'ai pas forcément posé la question de comment ça se passait pour eux, à part mon conjoint, parce qu'il est là vraiment au quotidien et que j'ai pu remarquer que lui, c'est venu à retardement en fait. Le fait qu'il se rende compte que c'est une maladie chronique et que potentiellement ça pouvait revenir et qu'il y avait des rendez-vous médicaux plus souvent. Mais ouais, j'ai eu plus une oreille de la part de mes proches que moi
vis-à-vis de mes proches, même si ça m'est arrivé quand même d'écouter, de faire attention à ce qu'ils pouvaient penser. Ça m'a pas empêché d'avoir énormément de fou rire, d'avoir énormément de moments de vie plus que géniaux, parce qu'en fait, il y a des moments magiques qui se produisent dans des moments assez dramatiques, on va dire. Et donc voilà, je pense que c'est plus mon rire qui a pu les aider. Tu peux nous raconter du coup le moment où tu as su que tu avais un cancer du sein? Qu'est-ce qui t'a alerté? Moi, ce qui m'a alertée, c'est une sensibilité au niveau du mamelon. Sauf que mes règles allaient arriver, en fait. Et donc, je me suis dit, je vais laisser passer. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'étais pas du tout sensibilisée à l'autopalpation. Je suivais juste Jeune Héros sur les réseaux parce que j'étais persuadée que j'aurais un cancer du sein. Pas aussi tôt et pas aussi grave, mais je m'attendais à ce que ça arrive avec mes antécédents familiaux. Et je savais juste aussi qu'il y avait un symptôme visuel qui est la peau d'orange. Et en fait, cette peau d'orange est arrivée peu de temps après les règles. Et donc là, je me suis dit, il va falloir que je palpe pour voir s'il y a quelque chose. Donc je me suis allongée sur mon lit et j'ai palpé et j'ai senti quelque chose. Et du coup, après, j'ai pris rendez-vous avec ma sage-femme qui n'a pas senti à la palpation et à qui j'ai dû montrer où c'était. Donc je lui ai exactement montré où c'était et là, elle a senti. Et après, ça s'est enchaîné avec un rendez-vous pour faire une échographie. Et pareil, le radiologue n'arrivait pas à trouver... dans mon sein ce que moi je voyais. Et en fait, c'est moi qui lui ai montré aussi où c'était pour qu'il puisse voir. C'était quand même assez gros, mais... Comment ça se fait qu'ils n'aient pas du tout vu? Parce que, et c'est pour ça que l'importance de l'autopalpation est primordiale, quand on connaît sa poitrine, quand on connaît son torse, parce que je parle aussi pour les garçons, même si... c'est majoritairement féminin. Je crois que tout le monde ne sait pas, donc tu peux peut-être dire pourquoi tu parles des hommes. Un homme sur 100, donc 1% des hommes, peut être touché par un cancer du sein. Donc la palpation est aussi pour les hommes, une fois par mois. Et donc le torse, comme les femmes, c'est exactement les mêmes manières de faire la palpation. Et donc, en fait, quand nous, on fait la palpation, on connaît notre corps et à force, on sait ce qu'il y a à tel endroit et ce genre de choses. Et en fait... le radiologue, il voit des patients, des patientes défiler. Il ne peut pas connaître tous les corps. On a chacun nos particularités. Donc, il ne peut pas forcément savoir. Et à ce moment-là, moi, j'avais une poitrine assez forte. Et du coup, on peut passer à côté assez facilement. Ouais. Je peux me permettre, Julie, étant donné que tu as dit que c'était la première fois, au final, que tu te palpais. Selon moi, tu ne connaissais pas du coup vraiment ta poitrine. Est-ce qu'au final... c'est plus une intuition que tu as eue où tu savais que tu avais quelque chose? Ou en comparaison avec l'autre sein peut-être? Vu que quand même, les médecins, comme tu dis, et même sage-femme n'ont pas trouvé, tu vois. Comment toi, tu t'étais sûre, tu savais? Parce que quand je dis que je n'étais pas formée à l'autopalpation, c'est que je me touchais la poitrine, je connaissais ma poitrine, voilà. Visuellement, physiquement, je savais ce qu'il y avait à l'intérieur, enfin voilà. Mais je n'avais pas forcément la technique. C'est ça, ouais. Je n'avais pas le fait de le faire à trois doigts et tout. J'ai pas forcément du tout respecté ce genre de choses, mais je l'ai fait à ma manière et en fait, j'ai vraiment vérifié. Ouais. Voilà. Ok. Ah, c'est drôle, ouais. Que même les médecins, tu vois, à la première palpation ne sentent rien et que toi, pour la première palpation, qui plus est peut-être pas la technique, vu que c'était la première fois, qu'on sente, je pense qu'il y a un côté d'instinct aussi. Oui, ouais, ça revient souvent dans les témoignages que le côté instinctif de « je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas ». Ouais, c'est ça. Mais si tu, sur le moment, t'écoutes le médecin et que tu dis juste, ça doit être OK, il se passe quoi? Enfin, c'est un peu flippant en fait. De se dire que le médecin n'est pas capté. Il peut y avoir des retards de diagnostic. Après, moi, quand je suis allée voir ma sage-femme, déjà, je lui ai tout de suite dit que j'étais pas très amie avec le monde médical auparavant. Et que du coup, je n'étais pas forcément hyper rassurée, que j'étais très stressée, qu'il y avait des antécédents dans ma famille. Et elle a tout de suite compris, en fait, ma détresse, mes peurs. Et du coup, elle a su déceler que je connaissais suffisamment mon corps pour que je lui montre. Le radiologue, il a fallu d'abord qu'il cherche pendant 5-10 minutes, qu'il ne trouve pas, parce qu'au début, moi, je lui ai proposé tout de suite de lui montrer. Il m'a dit non, il faut que je fasse vraiment le tour du sein. Et ensuite, comme il n'a pas trouvé, il m'a dit vous pouvez m'indiquer où c'est.
Et là, il a vu ce qu'il y avait, quoi. Et l'attente pour les résultats, c'est plutôt long aussi. C'est 8 à 10 jours, mais c'est interminable. Parce qu'en fait, on passe donc une échographie, puisque j'avais tout juste 30 ans, donc on n'avait pas encore fait les mammos. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur une mammographie, généralement, elle peut être lisible à 30 ans, mais ça peut être plus compliqué. C'est plus facile de voir avec une échographie. Donc, on m'a fait passer l'échographie. Et en fait, une semaine après, j'ai repassé une échographie avec une biopsie. À la biopsie, si on fait un prélèvement dans le sein pour aller voir ce qu'il y a dans la tumeur. Quand on dit tumeur, c'est pas forcément malin, ça peut être aussi une tumeur bénigne. Donc on va voir en fait ce qu'il y a à l'intérieur parce que selon le radiologue, ça lui plaisait pas, donc il fallait voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et comment on te l'a annoncé ? Parce que c'est très différent pour tout le monde. Ouais. Toi, ça a été quoi ton histoire ? Moi, j'ai pas vraiment eu d'annonce avec le mot cancer qui a été posé. J'ai eu une annonce parce qu'ils n'avaient pas fait la mammographie et qu'ils en avaient besoin d'une. Et donc, je suis revenue, la biopsie, je suis revenue une dizaine de jours après et j'avais toujours pas les résultats. Et on m'a parlé que j'aurais mes résultats par courrier. Mais on m'a pas précisé que c'est mon médecin traitant qui allait recevoir et que c'est avec lui qu'il fallait que je voie ça. On m'a juste dit, vous recevrez par courrier les résultats. Donc, j'ai attendu. Et comme je venais pour ma mammographie, j'en ai parlé. J'ai dit que j'avais pas les résultats. Et on m'a tout simplement pris dans un bureau à part. La radiologue qui était là pour lire ma mammographie. Et elle m'a juste dit, vous vous attendez à quoi ? Ok. Donc, forcément, je me suis écroulée. J'ai pleuré et je lui ai dit, je me doutais que c'était pas bon, mais voilà, j'avais toujours l'infime espoir qu'on puisse me dire que c'était rien. Mais ça revient quand même très souvent. Toi, Lisa, t'en penses quoi ? Je l'ai beaucoup entendu. Je veux pas que mes mots dépassent ma... Voilà, mais moi, ça me catastrophe. J'ai beaucoup de patients qui vraiment un rapport très... comme Julie disait, elle a un rapport avec les médecins un petit peu délicat, mais ce que je comprends. Et... En fait, j'ai pas envie de me mettre dans la peau du patient, ni dans la peau du médecin, mais après réflexion, je pense qu'il y a des médecins, et je pense qu'ils n'ont pas le choix, ils ont peut-être 20 annonces à faire par jour. C'est pour ça qu'on ne peut pas leur en vouloir. Je pense qu'ils sont obligés de mettre en fait une énorme barrière parce que sinon tu rentres le soir et tu t'écroules. Hein. Moi, je suis déjà sortie. J'ai déjà pleuré en séance avec une patiente qui m'avait raconté son histoire qui était en rémission d'un cancer du sein et elle m'a partagé toutes les phases. Elle m'a déjà fait pleurer, donc voilà. Et en fait, je me dis, là, je suis juste kinésithérapeute, je n'annonce même pas à un patient qu'il a un certain grade ou alors ne serait-ce qu'un cancer. Donc je peux comprendre parfois cette distance et cette maladresse. Comprendre, j'en sais rien, mais je l'entends, on va dire. Mais je me dis c'est dommage et c'est triste pour les patients parce que on ne connaît pas leur sensibilité, on ne sait pas s'ils sont accompagnés. Peut-être qu'ils repartiront de cette annonce tout seuls dans leur voiture. Et je trouve qu'un léger accompagnement ou une petite empathie serait la bienvenue quand même, tout en gardant une distance professionnelle, mais contrôler ses mots, quoi. Enfin, ça, par exemple, moi, là, ça me catastrophe et ça me fait de la peine. C'est beaucoup dit. Est-ce qu'il n'y a pas des choses aujourd'hui qui commencent à être mises en place, de nouvelles personnes qui interviennent avec le médecin ? C'est ce que j'allais dire. Limite, il faudrait juste l'annonce, qu'elle soit faite comme on ne va pas changer la personnalité du médecin, mais que peut-être il y ait comme un petit sas après, ou peut-être une assistante, ou ça, je ne sais pas si c'est mis en place en France ou ailleurs, mais peut-être un accompagnement post-annonce, le temps que le patient ou la patiente se remette et reparte dans son quotidien, malheureusement, avec son quotidien changé, mais juste l'annonce doit être accompagnée, quoi. Non, j'allais dire, en plus, souvent, l'annonce, elle arrive de façon très médicale, avec des termes qu'on ne comprend pas, en fait. Donc, c'est aussi bien d'avoir une petite traduction, et si ça peut être empathique, en effet, ce serait mieux. Oui. Ouais, pour rebondir là-dessus, en fait, cette radiologue... Alors, je lui en veux de la manière dont elle a dit les choses parce que du coup, c'était hyper violent et c'était à moi d'interpréter quelque chose. Mais en soi, c'était pas à elle de le faire. Mon médecin traitant, ça fait 7 ans que je l'avais pas vu parce que j'étais en région parisienne et j'avais gardé mon médecin traitant
en Bretagne. Donc, je pense qu'ils se voyaient mal aussi devoir annoncer quelque chose ou autre. J'ai vu mon oncologue quelques jours après. Et du coup, on n'a pas du tout parlé du mot cancer. Elle m'a juste parlé, on a tout de suite enchaîné sur les traitements. Et par contre, après avoir vu un oncologue, on a ce qu'on appelle un rendez-vous, en tout cas dans le centre où je suis suivie. On a un rendez-vous avec une infirmière d'annonce qui va aller plus en détail, qui va pouvoir prendre le temps aussi de parler de ce qu'il existe à côté. Et quand on arrive dans une entreprise, il y a un schéma d'intégration. Il y a un fil conducteur qui est fait pour que la personne soit le plus intégrée possible. Pour moi, le patient, il devrait rentrer dans un fil conducteur d'intégration aussi pour pouvoir faire équipe avec les professionnels de santé. Et je pense que ça pourrait être important à faire. Il existe aussi ce qu'on appelle des patients partenaires ou patients experts qui peuvent être là à la demande des patients pour certains rendez-vous médicaux aussi pour faire le lien ou la médiation avec les professionnels de santé ou juste être là pour le patient aussi. C'est un peu du coup comme des parrains-marraines quand on rentre à l'université, c'est ça? C'est le même principe. Après, il y a tout le volet écoute, compréhension et qui ne va pas être vu comme quelqu'un qui est contre le patient ou contre le soignant en fait, qui a un rôle plus neutre qu'un proche ou autre. Après l'annonce, il s'est passé quoi les 3 premiers jours dans ta tête ? Est-ce que tu as direct été... parce qu'évidemment, voilà, on commence direct à te parler des traitements, tout va vite, tu n'as peut-être pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe les 3 premiers jours dans ta tête ? Il y a eu beaucoup de tristesse, mais pas par rapport à la maladie, par rapport à le fait de devenir maman. Parce que ce qu'on ne parle pas, c'est qu'avec les traitements de chimiothérapie, il peut y avoir... ils peuvent pas avancer, en fait, avant. Ils ne peuvent pas se dire s'il va y avoir une perte de fertilité ou pas. Donc, on nous parle tout de suite de préservation de fertilité, de ponction d'ovocytes, voire même de retrait en fait, des 3/4 d'un ovaire pour pouvoir le regreffer par la suite. Ça dépend des personnes. En fait, moi, on m'a fait une préservation d'ovocytes. Donc à 30 ans, une ponction, oui. Une ponction, mais parce qu'on ne savait pas encore à ce moment-là que j'avais des métastases ailleurs. Donc les métastases, en fait, c'est qu'on a le cancer primitif, donc qui est localisé dans le sein, notamment pour le cancer du sein. Il peut aller petit à petit se développer dans des ganglions. Et en fait, après, il peut partir dans d'autres organes ou sur les os. Et là, on appelle ça métastase, puisque du coup, en fait, c'est le même cancer que dans le sein, mais à d'autres endroits du corps. Donc moi, il y en avait au foie et il y en avait au-dessus de la clavicule aussi. Donc à partir de là, en fait... dans les 3 jours, il a fallu se dire que ça pouvait jouer sur ma fertilité, que moi, j'étais déjà prête à être maman à ce moment-là, que voilà, c'était en pourparlers. Mon conjoint, lui, n'était pas forcément prêt, donc je laissais le temps aussi. Et puis, ouais, ça a été ça le plus dur au départ. Et puis après... je me suis cherché des foulards, des bonnets de nuit avec turban pour être bien, avec pas le crâne chauve. Enfin voilà, j'ai pris rendez-vous pour aller me couper les cheveux. J'ai tout enchaîné et essayé de contrôler ce que je pouvais contrôler, surtout. Aujourd'hui, où en es-tu ? Alors aujourd'hui, je suis en réponse complète métabolique. Donc, en gros, il n'y a plus rien d'actif dans le corps. La maladie dort et j'espère dormira le plus longtemps possible. Et donc, on peut aussi parler de rémission. C'est cette période-là. Ça va plutôt bien. J'ai passé donc chimio, chirurgie. Donc, j'ai eu une mastectomie. Donc, on enlève complètement la glande mammaire. Et là, je vais être dans la phase de reconstruction pour fin 2025, début 2026. J'ai également un traitement de fond pour aller aider mes anticorps qui ne fonctionnent pas bien d'un côté. Et de l'autre, l'hormonothérapie, comme pour les cancers hormonodépendants, cancer du sein hormonodépendant. Justement, on va faire un focus là-dessus, parce qu'on se parle beaucoup du traitement actif et on parle très peu de la suite, finalement, quand la réponse
Et là, qu'est-ce qui se passe après avec ce fameux traitement que tu prends, où on parle très souvent d'un handicap qui n'est pas du tout visible, qui se vit vraiment au quotidien, où voilà, on nous explique que c'est un cachet à prendre tous les jours et que finalement, ça va pas être si dramatique que ça. Et pourtant, se cache énormément d'effets secondaires et qui vraiment est très, très impactant au quotidien. Est-ce que tu veux nous parler de ton traitement ? Oui, alors en fait, dans l'hormonothérapie, une brève explication, il existe 2 types d'hormonothérapie. Il y en a une qui va aller bloquer au niveau des récepteurs des hormones et il y en a une autre en fait qui va aller limiter le développement de certaines hormones. Donc moi, j'ai l'hormonothérapie qui limite le développement de certaines hormones et pour ça, il faut être ménopausé, soit en ménopause artificielle, soit en ménopause naturelle. Moi, j'ai fait le choix de retirer les ovaires, donc je suis en ménopause. J'ai testé un peu tous les types avant d'arriver à celui-là. Quand on nous parle des traitements, on nous en parle. On nous dit, voilà, il va y avoir la chimio, il peut y avoir la radiothérapie, il peut y avoir l'opération et ensuite l'hormonothérapie. Pour pas mal de femmes, l'hormonothérapie est prescrite une fois que la radiothérapie est faite et donc par le radiothérapeute. Donc, c'est même pas l'oncologue qu'on voit régulièrement qui prescrit. Donc, en fait, c'est prescrit et puis on donne le papier. Puis voilà, en fait, c'est un cachet qu'on doit prendre pendant 5 ans, 5, 7, 10 ans. Mais on ne nous précise pas plus que ça, à part nous dire que ça va être comme une ménopause. On peut le garder à vie ? J'avais entendu parler de ça de certaines femmes qui disaient « je ne veux absolument pas l'arrêter parce que ça me rassure aussi de finalement le prendre, même si... c'est pas si bon que ça pour mon corps, enfin pas du tout même. » Alors normalement, en fait, on ne garde pas à vie parce que ça peut jouer. Donc il y a un type, c'est plus sur les os, sur la densité osseuse. Et il y en a un autre où c'est plus au niveau du col de l'utérus et de l'utérus en globalité où il faut se faire surveiller en plus. Donc voilà, on le garde un certain nombre d'années pour pouvoir se protéger d'une récidive. Mais moi, je suis amenée à le garder... Tant que j'ai pas de récidive, je suis amenée à le garder très, très, très longtemps, en fait. Mais sur la majorité des patientes, ils essayent de s'arrêter entre 5 et 10 ans. Et ce médicament-là joue sur les humeurs, joue sur les bouffées de chaleur, la température corporelle. Donc, on peut passer du très froid à très chaud. Là, en ce moment, ça monte. Je dois être bien rouge. Donc voilà, ça va être de la transpiration excessive. Donc les mains très moites, des odeurs corporelles, j'en parle même pas. Et puis ça passe aussi par un brouillard cognitif. Donc c'est ne pas réussir à suivre une conversation normale parce qu'il y a trop de bruit autour. Des oublis de rendez-vous, des oublis au quotidien. On va passer le balai, on va faire une autre activité, on va oublier qu'on a passé le balai et donc on va aller marcher dans les crasses qu'on vient de balayer, quoi. Même 5 minutes après, on peut ne pas s'en souvenir. Donc ça, c'est pareil, c'est assez handicapant, notamment au niveau de la reprise du travail. Des fatigues qui nous tombent dessus, vraiment, c'est très aléatoire. Donc on peut avoir... énormément d'énergie un jour ou sur une heure et puis après ne plus rien avoir et dans ce cas il faut dormir. Le problème c'est que quand on reprend le travail, c'est pas possible en fait, c'est pas viable. Donc c'est ce genre de choses, des douleurs articulaires. Alors tout ce que j'annonce là, toutes les femmes n'ont pas tous les symptômes. Mais je l'ai beaucoup entendu. Hein. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de me dire on n'est pas du tout au courant de ce fameux après. On parle du pendant tout le temps, mais j'étais pas du tout consciente de ce qui pouvait se passer après. Et il y a quand même beaucoup d'effets secondaires. Et pour le coup, dans tous les témoignages aussi que j'ai entendus, on est quand même à du 80% de j'ai tous les effets secondaires. Est-ce que finalement, quand on vous demande de prendre ces cachets-là, et je pense que j'ai déjà la réponse, c'est est-ce que on vous le dit ? Est-ce qu'on vous éduque sur le sujet ? Est-ce que vous êtes consciente que les effets secondaires vont être aussi forts en fait pour votre quotidien ? C'est pour ça que je parlais d'handicap pas visible. On nous en parle, mais en même temps, on ne veut pas non plus dramatiser les choses. Parce que c'est ce qu'expliquait un médecin un jour sur une conférence sur l'hormonothérapie. Ils ne veulent pas non plus d'un effet nocebo.
qui a tendance en fait à se dire le cachet il va être horrible donc je le prends pas par peur en fait des effets secondaires. Et en fait et c'est pour ça aussi que je dis que le travail, la relation patient et soignant, c'est vraiment une équipe, parce qu'en fait si le patient se sent pas de donner ses effets secondaires aux professionnels de santé, il peut pas savoir ce qui se passe et il peut pas se rendre compte que la personne est en détresse. Donc, il y a aussi un temps d'écoute des deux côtés et de pouvoir dire, en fait, moi, mon oncologue a toujours été claire là-dessus. Elle m'a toujours dit, on fait une balance bénéfice-risque. Si au bout d'un moment, en fait, les effets secondaires sont invivables et que, entre guillemets, ça empiète sur la vie quotidienne et que c'est trop lourd, on changera de traitement, tant pis. Et il y en a qui l'arrêtent sans forcément le dire à leurs professionnels de santé parce qu'elles ne sont pas écoutées au niveau des effets secondaires. Ou alors on ne leur donne pas de solution, parce qu'il y a des solutions qui existent aussi. Comme quoi ? Alors on peut pas prendre d'hormones, évidemment, puisque du coup l'hormonothérapie s'appelle hormonothérapie, mais c'est un anti-hormone. Donc on ne peut pas prendre des cachets qui peuvent aider justement pour faire baisser notamment les bouffées de chaleur. Mais les bouffées de chaleur, elles peuvent être diminuées par de l'activité physique. Se bouger régulièrement, changer de position régulièrement dans la journée. Ça aide beaucoup. Moi, je vois la différence quand je fais de l'activité physique et quand j'en fais pas. C'est ce que tu me disais justement. Oui. De toute façon, le sport, c'est clé, hein, c'est évident. Tu disais que le sport t'aidait beaucoup au quotidien. Oui. Moi, je suis pas une grande sportive à la base. Du tout. J'ai jamais compris trop l'intérêt. Et aujourd'hui, je comprends totalement l'intérêt. Et même si j'ai entendu mes médecins me le dire dès le début des traitements, faut continuer l'activité physique, faut aller marcher, voilà. En fait, il a fallu que j'arrive en hôpital de jour en réadaptation cognitive, justement pour essayer de travailler le brouillard cognitif, pour me rendre compte que le sport pouvait m'aider là-dessus, que le sport aide à reconnecter en fait certains endroits du cerveau, que ça joue sur tout ce qui est fatigue. Ça aide au niveau de l'humeur, ça régularise, ça règle les problèmes d'humeur. Et surtout, en fait, quand j'en fais pas, j'ai des douleurs qui apparaissent un peu partout. Donc, ça motive à en faire aussi. Lisa, évidemment, tu veux peut-être rebondir, toi qui es kinésithérapeute. Ça, peut-être qu'on pourra faire un focus sur ça après, mais là, si je peux me permettre, je vais juste rebondir sur en fait les effets secondaires, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sentiront concernées et qui écouteront. Mais moi, le message que j'ai envie de passer par rapport à ça, c'est ne pas s'excuser de ces effets secondaires. J'explique, en fait, j'ai une patiente, un jour, elle est arrivée en rendez-vous et je voyais que je lui disais quelque chose, elle oubliait en suivant. Je lui demandais de faire, par exemple, un mouvement, notamment d'ouverture, on ouvre son cœur, on respire, parce qu'on a une tendance peut-être aussi d'enfermement, on perd confiance en soi, post-opératoire, les cicatrices, bref, il y a une certaine fermeture d'épaule. Et donc là, moi, je faisais le travail inverse. Un mouvement, c'était juste une seule indication, et en fait, elle oubliait en instantané. Et j'ai vu qu'elle commençait à avoir les larmes aux yeux. Pourtant, mon approche était très douce, larmes aux yeux et beaucoup d'excuses. Je suis désolée, j'oublie. Donc là, le message, je pense, et qui pourrait être intéressant pour les personnes qui prennent ces médicaments-là, en fait, c'est juste d'indiquer la situation à la personne avec qui elle va déjeuner, avec qui elle va dîner, un date, parce que voilà, on vit. Juste, je suis désolée, voici mes effets secondaires, je vais peut-être oublier, d'expliquer ça et surtout de ne pas s'excuser, en fait, parce que voilà, faut pas se sentir coupable. Moi, j'ai la chance d'être bien entourée et que les gens autour de moi, les proches notamment, sont assez ouverts à la discussion là-dessus. Et du coup, assez régulièrement, ça m'arrive d'aller me coucher en plein repas de famille. Et c'est pas grave. Non, voilà. Et ça me permet de profiter au maximum quand je suis là, en fait. Toi aussi, tu rencontres des jeunes femmes. Qu'est-ce qui t'émeut le plus dans leur parcours ? Moi, ce qui m'émeut, c'est déjà le parcours, et souvent qu'elles me racontent
comment elles ont appris. Alors ça, en général, c'est très rare qu'elles ne me décrochent pas les larmes parce que je me sens fort... En général, j'ai eu très peu de jeunes patientes. J'en ai eu une et comme j'ai expliqué au début, et c'est ça qui m'a mis en alerte sur OK, bon ben, on est toutes concernées, je vais commencer à me palper les seins. Mais elles ont toutes en moyenne l'âge de ma maman et je me dis, ma maman, ben, je ne l'ai jamais vue aller chez un ou une gynéco se faire palper les seins alors que j'avais 28 ans quand je l'ai obligée à y aller et prendre le rendez-vous et je me suis dit mais c'est pas possible. Et en fait, elle me faisait je faisais un transfert en fait cette patiente-là qui a eu forcément le réflexe d'aller tous les 2 ans et puis un malheureux jour, il y a eu ce diagnostic-là. Et là, à chaque fois, moi, ça m'a amené à ma mère qui, ça faisait 28 ans que je me battais sur va te faire contrôler. Enfin bon, bref. Donc, à chaque fois, la patiente partait, j'appelais ma mère, je lui dis maman, encore un exemple, s'il te plaît, vas-y, vas-y. Donc là, à chaque fois, déjà, cette émotion qui était du coup plutôt personnelle. Voilà, complètement déconnectée de la partie professionnelle de santé. Et après, ce qui m'émeut, c'est en fait leur force, leur sensibilité. Mais leur force, et comme tu disais, Julie, j'ai enchaîné les prises de rendez-vous. Et en fait, vous mettez en mode combat, warrior. Et en fait, c'est ça qui m'émeut. C'est de cette petite personne au final qui quand même, parce qu'elles sont assez vulnérables quand elles s'ouvrent comme ça en rendez-vous. Voilà, comme je vous disais, le moindre rendez-vous, l'autre jour, bref, la patiente se met à pleurer ou les larmes aux yeux. Mais en fait, de ce petit être tout fragile, il y a une force que je pense que quand on n'a pas vécu ça, on peut même pas la voir, cette force-là, en fait. Et Mais voilà. c'est pour ça que moi, ça me faisait vachement écho le après, parce que je me dis, sur le pendant, on doit se prendre tellement d'infos, de toute façon, on doit se dire qu'on n'a pas le choix, et donc, en du fait, coup, c'est ça. on est résilient. Mais le après, comme on ne s'attend pas à avoir un aussi gros combat, Exact. c'est là où je pense que ça devient de plus en plus délicat, parce que peut-être que c'est là où on relâche. Alors, moi, de mes patientes qui sont en rémission, je pense qu'il n'y a jamais de relâchement. En tout cas, moi, celles que je fréquente là aujourd'hui au cabinet, elles me disent toutes qu'elles ont une hypervigilance qui ne les quittera, je pense, jamais. Et même voire, de l'appréhension et une peur à chaque contrôle. Du coup, toi, c'est 4. Tous les 4 mois. 4. Là, ma patiente, c'était 6. Je pense que ça diffère un peu par rapport peut-être au stade, voilà. Le fait d'être en lien avec des patientes qui ont un cancer du sein à des stades moins avancés que le mien, je vois toujours la peur des examens approchés. Et en même temps, en fait, la partie après, c'est vraiment quand on a passé cette habitude hebdomadaire, parce qu'avec les rayons, celles qui font des rayons, c'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Et du coup, il y a ce rythme, je vais au centre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je fais ça pendant plusieurs semaines. Et avant, j'ai fait de la chimio, donc ça dure entre 6 et 9 mois, voire 1 an, des fois, de traitement régulier comme ça. Et donc, en fait, on est toujours encadré. À chaque fois, on voit un médecin, une infirmière, enfin voilà, des professionnels de santé, kinés aussi. Et puis arrive le moment, en fait, où on n'a plus que le cachet d'hormonothérapie. Et en fait, on se sent totalement lâché dans la nature. Et c'est cette période qui fait... moi, je sais que le suivi psychologique m'a beaucoup aidé à faire la bascule. Et avec mon oncologue, on a décidé ensemble que je prenne des antidépresseurs parce que clairement, j'étais encore plus mal que quand on m'a annoncé la maladie. Parce que c'est cette peur-là de me dire je vais plus être encadrée, je sais plus ce que je vais faire, je suis laissée un peu à moi-même. Ouais, c'est ça. Et c'est là que du coup, l'importance des associations est arrivée et le suivi avec la kiné aussi. Que tu continues à voir. Oui. Et du coup, pourquoi on va voir un kiné ? Alors, il y a plein de choses. Il peut y avoir la partie kiné post-opératoire. Voilà, quand on se fait enlever le sein, il y a quand même beaucoup de cicatrices. Les cicatrices, elles peuvent devenir un petit peu anarchiques. Il peut y avoir des adhérences. Donc là, déjà, il y a vraiment un besoin indispensable, vraiment de l'approche de mobilité, également de l'épaule, rien que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, d'être un peu plus en fermeture. Et puis, le travail tissulaire.
Voilà, ça c'est indispensable. Et puis aussi, c'est une approche de reconnexion à son corps. L'exemple, ma petite patiente qui, je dis petite patiente parce que elle va être très sensible et du coup, à chaque fois, c'est comme une espèce de petit... c'est son rendez-vous, c'est le petit cocon, bon bref. Et en fait, ça faisait 2 ans qu'elle était en rémission, 2 ans qu'elle n'avait pas fait un seul mouvement et elle développait forcément, comme tu disais, des douleurs. Quand je fais pas de sport, ça me manque et surtout les douleurs arrivent. Et là, elle a décidé c'est bon, je suis prête. Parce que je pense que quand on traverse cette maladie, on se pose beaucoup de questions sur est-ce que en fait c'était pas mon quotidien ? Est-ce que c'est pas ma faute ? Et je pense qu'il y a un gros rejet de son propre corps, une perte totale de confiance en soi. Et bon, une fois, je pense qu'on a passé toute la partie des traitements et qu'on nous dit « Ok, c'est bon, on est en rémission », je pense que cette partie-là commence un petit peu à s'enfouir et la reconnexion à son corps renaît. En tout cas, Julie, je te vois confirmer. Et en fait, là, j'étais à ce stade-là de la patiente et la patiente, elle me dit, par contre, je peux plus me mettre à genoux, j'ai mal partout, je peux plus bouger, j'ai mal et j'ai envie. Et c'est là où, en fait, l'intérêt du professionnel de santé, c'est que nous, on accompagne des gens tous les jours. On a vraiment tout type de profil. Et puis, l'objectif même, et c'est là où c'est pour ça que j'adore mon métier, c'est que plus on me met en avant des infos du style « je peux plus me mettre à genoux », bon, j'ai un truc, j'en sais rien, mais je veux qu'à la fin de la séance, elle se mette à genoux et qu'elle me dise que c'est bon, elle va y arriver. Et en fait, du coup, c'est apporter tout plein de petits exercices, des petites routines, mais vraiment très progressives, où on aide vraiment le patient à répondre à son besoin de rebouger et en fait de réelle reconnexion et réconciliation même, j'ai envie de dire, à son propre corps. Et moi, c'est ça qui m'anime profondément. Sinon, j'aurais pas fait ce métier. Voilà. Et tu donnes aussi des conseils sur les réseaux sociaux, oui, notamment donc du coup sur Insta. Tu parles beaucoup de bien-être. C'est quoi donc du coup ton top 3 de tes conseils que tu donnerais ? Alors du coup, la progression, comme je viens de dire juste avant, les patients ou même les gens, à chaque fois quand ils se disent « Allez, c'est bon, c'est le début d'année scolaire ou le 1er janvier, let's go, je me mets à faire des routines, je fais ça, le 5 heures du mat, là je me lève, je fais mes morning routines. » Bref, moi, ça me catastrophe parce qu'en fait, ça tient 2 semaines, clairement. Et puis après, on repart dans ces travers du quotidien sédentaire et puis on bouge plus. Et du coup, le meilleur conseil, c'est juste... En fait, on n'est pas obligé d'aller chercher la transpiration, le trop d'intensité, mais c'est commencer petit à petit, vraiment progressivement. Pourquoi pas juste changer son quotidien sans tips forcément juste sportifs, mais juste changer son quotidien du style... au lieu de sortir à l'arrêt de métro devant le taf ou devant la maison, je sors 2 stations avant. Au lieu de prendre les escalators ou l'ascenseur, je prends les escaliers. Déjà, en fait, changer son quotidien sans que ce soit je me mets en leggings ou en jog et je fais du sport. Parce que certains ont un mauvais rapport au sport. Comme Julie disait, je ne vois pas l'intérêt de faire du sport. Voilà, change juste ton quotidien et après, tu te mettras à une activité sportive quand déjà monter les escaliers et pas l'ascenseur sont intégrés dans ta vie. Et après, voilà, quand on est à l'étape se mettre au sport, c'est peut-être plus partir sur des routines de... Moi, j'ai des patients qui me disent « Ok, trop bien, tous les exos que tu vas me donner, je vais les faire tous les jours. » Mais en fait, je suis là, mais... C'est pas possible tous les jours. De base, non, tu fais pas, donc tu vas pas. De base, tu fais pas, donc tu vas pas me dire que tu vas les faire tous les jours. Donc déjà, je leur dis, tu fais 2 fois semaine. Après, tu feras 3 et après un peu tous les jours, mais 10 minutes, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que là, on parle du corps, évidemment, même si on mange super bien, qu'on fait du sport, ça n'empêche pas, on peut quand même tomber malade. Mais c'était quand même aussi de faire le lien de base. Quand j'ai écrit ce script, c'était de se dire, quand le corps en fait se fait entendre, quand il nous parle, c'est vrai qu'on vit quand même dans un monde où on vit très souvent à 1000 à l'heure. Où il y a de plus en plus de stress, où l'alimentation est de plus en plus transformée aussi. Et donc, je pense que la première prévention, c'est à minima de savoir s'écouter et d'écouter son corps et de savoir ralentir, que de se dire que là, j'ai pas le choix. Parce qu'en fait, on fait tout le temps passer notre corps en second plan. Et le mental passe toujours d'abord. Et en fait, il faut savoir ralentir. Et je pense que c'est d'abord ça, en fait, la première prévention. Vous, c'est quoi votre rapport à votre corps ?
au global? Puberté, réseaux sociaux, de comment vous avez grandi? Je dirais qu'il y a peut-être un avant et après que ma mère soit malade. Je pense qu'avant, aussi j'étais plus jeune, donc je faisais peut-être moins attention, mais j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai toujours fait très attention. Enfin, attention, en tout cas, j'aimais beaucoup le sport, donc ça a toujours été dans ma vie. Mais je pense qu'après la maladie, je m'écoute beaucoup plus et peut-être parfois un peu trop. Parfois, j'ai un peu peur, justement. Ce qu'on se disait, c'était j'ai un peu l'impression que mon destin est déjà tracé, que je vais peut-être être malade un jour. Et du coup, je m'écoute beaucoup et je fais encore plus attention. Mais oui, en effet, je pense que c'est clé de s'écouter. C'est trouver effectivement l'équilibre parce qu'il ne faut pas non plus être too much à checker tous les ingrédients, etc. Et c'est pour ça que je le précise, hein, on peut vraiment avoir la meilleure alimentation possible et faire du sport tous les jours et quand même être malade. Donc c'est savoir trouver aussi l'équilibre. Julie, tu dirais quoi? Moi, j'ai toujours eu un souci avec mon corps depuis la puberté. Parce qu'elle est arrivée bien plus tôt que les autres. Et puis, le surpoids, l'obésité a été un gros problème. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus en phase avec mon corps. Même si j'ai un sein en moins pour l'instant. Moi, je me suis redécouverte chauve. Quand j'étais chauve, je me suis vraiment redécouverte et j'ai pris plaisir à me maquiller et je prends plaisir à me regarder aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile. Ça l'a été aussi parce que je suis trésorière d'une association de danse qui s'appelle Jazel et où en fait on veut vraiment en fait que la danse soit là comme outil thérapeutique pour l'estime de soi. Mais aussi parce que du coup, on se retrouve face à un miroir pendant 1h15. Donc, les premiers cours sont vraiment, vraiment pas faciles parce que du coup, il faut se regarder pour pouvoir voir si on fait les bons mouvements. Et puis, petit à petit, on apprend la chorégraphie. C'est pareil, les premiers cours, c'est compliqué niveau mémoire, coordination et tout ça. Mais ça aide beaucoup à rééduquer là-dessus. Et ensuite, on a toute la partie artistique avec la création des costumes, le fait de se faire maquiller, le fait qu'il y ait un spectacle. Et donc, je trouve que c'est un outil très, très important pour justement retrouver ce rapport au corps et se le réapproprier. Et moi, pendant la maladie, j'ai fait une croix sur mon corps. Mon corps était juste médical. Et toi ? Moi, rapport au corps très, très particulier. Quand j'avais 7 ans, on m'a dit que normalement mes règles allaient arriver. Donc j'allais clairement faire la taille de quelqu'un de 7 ans, donc proche, je pense, d'une taille naine. Et puis du coup, bref, pédiatre et compagnie, on a décidé pendant 5 ans de m'injecter je ne sais quel produit. Au final, avec du recul, je me dis, mais est-ce que ça n'a pas été... Enfin, j'en sais un truc que je paierai plus tard, je sais pas. Mais pendant 5 ans, tous les mois, on me faisait des piqûres pour retarder ma puberté qui était trop avancée. Et cette injection, en fait, m'affamait. Et j'ai pris beaucoup de poids. Et puis, quand j'étais petite, forcément, au primaire et tout, la baleine, grosse vache et compagnie. Bref, ce qui a fait que je pense que ces mots sont un peu ancrés en moi, mais qu'aujourd'hui, j'ai pris le temps de rejeter un peu. Mais jusqu'à il y a très peu. Je pense qu'il y a 2 ans, je mangeais une chocolatine et c'est ok, moi aussi, au chocolat, ouais, voilà. Bref, et je culpabilisais, quoi. J'étais là, j'ai jamais eu de geste me faisant du mal, c'est-à-dire je n'ai pas été la rejeter, mais mon esprit avait envie, quoi. J'étais là, mais mon Dieu, j'ai mangé ça, c'est pas possible. Pizza, c'était impensable, mais alors que je kiffe trop ça. Bref. Et aujourd'hui, si je dois manger 2 dans la semaine, j'en mange 2 dans la semaine et je m'en fiche. Après, là, cette année, ce qui a été un peu difficile, c'est de développer sur les réseaux sociaux la partie, parce que je suis prof de pilates et j'incarne pas du tout le corps des profs de pilates qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu pareil, des petits traumas d'avant qui recommençaient à naître par rapport à ça. Mais où est-ce qu'elle est ma légitimité est-ce que les gens vont te prendre pour une bonne prof vu que tu n'as pas la taille... que tu n'incarnes pas la prof de pilates Instagram. Et du coup, j'ai
j'ai unfollow toutes les personnes qui me projetaient mes traumas. Et en fait, ça va mieux. Donc ça, c'est un conseil aussi que je peux, par rapport aux femmes qui ont beaucoup de difficultés à la comparaison, à tous ces morning routines qu'on n'arrive pas à ancrer et que ça tient 2 semaines. Et après, on est là, mais moi, je suis trop nulle. Pourquoi j'arrive pas à faire ce qu'elle a fait? Pourtant, sa routine bien-être a l'air géniale. Et du coup, en fait, c'est vraiment mon meilleur conseil, c'est de supprimer toutes ces personnes-là, même si en soi, on n'a rien contre ces personnes-là, ou bref, les mettre en sourdine. Donc ça, c'est le meilleur hack de mon année. Et du coup, ça va mieux. Mais du coup, quand même, rapport au corps, difficile. Mais de partager ça sur les réseaux, ça m'aide aussi parce qu'on rencontre des personnes super. Et en fait, c'est s'écouter. Et juste, on a des tips aujourd'hui. Les personnes, quand même, bougent de plus en plus. C'est juste accepter le fait que si j'ai envie de me faire kiffer sur un resto... en fait, j'équilibre le lendemain. On est assez alerté aujourd'hui et averti sur qu'est-ce que c'est manger équilibré. On peut tous se faire plaisir, juste équilibrer un peu le lendemain, mais il faut juste profiter, quoi. Pour moi, la meilleure chose, c'est l'équilibre entre le soin, entre le plaisir et entre le sport. Exactement. Et arrêter de faire subir au corps. Bah oui. Exactement. Bon, les filles, on arrive déjà à la fin. On pourrait vraiment continuer à en parler pendant des heures. On va peut-être faire un dernier quand même petit message autour de la prévention. Et Julie, je vais te laisser la parole parce qu'au téléphone, on s'en a été discuté. Et c'est vrai, tu avais touché un point qui était hyper intéressant de se dire on n'est pas là pour chercher quelque chose. Est-ce que tu veux bien en parler ? J'ai vu passer sur les réseaux une vidéo où on montrait les gestes d'autopalpation, donc c'est très bien. Alors vous allez voir aussi que je parle souvent d'auto-examen et non pas d'autopalpation, parce qu'il n'y a pas que la palpation. Il y a aussi l'aspect visuel qui peut aussi alerter. Et en fait, nous, chez Jeune et Rose, quand on a été formés, on nous a clairement dit qu'on n'est pas là pour chercher la petite bête. Quand on fait sa palpation, on est là pour apprendre à connaître son corps, se le réapproprier. Et s'il y a quelque chose d'inhabituel qui change de d'habitude, on va consulter. Mais on n'est pas là pour chercher une boule ou quelque chose, en fait. Et je l'entends encore sur les réseaux et ça m'exaspère, même si j'essaye de pas trop m'énerver en commentaire. Mais j'ai du mal avec ce discours-là. On va chercher, parce qu'en fait, c'est très, très anxiogène quand on fait des ateliers avec les lycéens. Du coup, on ne le fait pas, oui. C'est anxiogène. Oui, quand on fait des ateliers avec les lycéens, on voit bien qu'au départ, quand on leur parle du fait que c'est 1 fois par mois et tout ça, ça fait peur tout de suite. Alors que si on dit, voilà, en fait, ça fait partie de la routine, on se met de la crème hydratante, on prend sa douche, et c'est pareil, la palpation, elle doit être là pour ça. Donc, on la fait 1 fois par mois et pas en cherchant quelque chose, juste en vérifiant que c'est comme d'habitude. Comme d'habitude, surtout. Merci beaucoup, les filles. C'était un plaisir de vous Merci parler. à toi. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés et surtout merci à Courir. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les aventures de Sneaker Spirit. Merci.